Je suis Julien Mourier de la structure GRIP Humaine 6. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de faire intervenir le réseau de l'école de la deuxième chance. Donc, ce dispositif d'insertion va témoigner un petit peu de son, déjà se présenter, voir qui ils sont, son historique, et également témoigner de son utilisation, la ressource GRIP Compétences. Donc effectivement, je m'appelle Alexandre Poncet, je suis directeur de la qualité pour le réseau EDC France. Et mon rôle au niveau des écoles de la deuxième chance, c'est d'assurer globalement en fait la qualité des dispositifs E2C à travers toute la France. Donc, comme Julien l'a évoqué, effectivement, il y a de nombreux sites et écoles dans toute la France. Il y a 139 sites en tout qui sont présents sur toutes les régions, toutes les régions donc du territoire français. Les ultramarins, etc. etc. Et donc la qualité s'entend dans un sens assez large, puisque nous parlons ici de la qualité des process et des modes d'organisation qui sont évalués régulièrement à travers un processus de labellisation, donc, qui a été reconnu récemment par France Compétences en 2019 et qui nous permet d'attribuer à la fois la certification Calliope et le label E2C, parce que effectivement, pour avoir le droit de s'appeler école de la deuxième chance, il faut respecter un ensemble de critères donc, qui sont évoqués dans le guide de labellisation. Et c'est la satisfaction de l'ensemble de ces critères qui donne le droit d'utiliser le nom école de la deuxième chance. Et quand on parle de qualité, voilà, donc on parle de qualité organisationnelle, qualité de processus, etc. Mais on parle également effectivement de la qualité de ce qui est proposé aux différents stagiaires. Donc il y a 15 000 stagiaires en tout qui sont accompagnés chaque année par le réseau. Et donc ça passe aussi par la qualité de notre offre pédagogique. Et c'est à ce titre-là que on identifie et on propose en fait aux écoles de la deuxième chance un ensemble d'outils pédagogiques en lien avec nos démarches, etc., qui permettent d'assurer correctement nos missions. L'historique du réseau en quelques mots. Alors, la toute première école a été créée en 98 à Marseille. S'en est suivi un essaimage progressif. Il y a eu 2 écoles ensuite. La deuxième a été créée en Champagne-Ardenne. Et c'est de ces 2 écoles-là que sont parties ensuite toutes les autres écoles de France. La structure réseau en tant que telle a été créée en 2004 et le processus de labellisation a été créé assez rapidement après. Aujourd'hui, la structure réseau, c'est 9 permanents, donc répartis en 2 pôles principaux d'activité, donc le pôle qualité que je représente aujourd'hui, le pôle gestion, partenariat, développement, représenté par mon collègue Sébastien Kiss, qui est le secrétaire général. On a également Cyril Cosboget, qui est notre directeur général, et un service communication. Voici. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, 54 EDC, plus de 15 000 stagiaires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on réussit à obtenir des taux de situation positive extrêmement intéressants. On s'adresse aux jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, qui ont arrêté l'enseignement initial avant l'obtention d'un premier diplôme. Donc c'est des jeunes qui présentent des difficultés d'apprentissage, des problématiques périphériques, qu'on appelle périphériques multifactorielles, et qui ont arrêté assez tôt l'école parce que c'était tout simplement un modèle qui ne leur convenait pas. On estime qu'il y a entre 80 et 100 000 décrocheurs par an, et c'est précisément ce public-là qu'on cible. Et donc, 15 000 par an accompagnés par le réseau, et on obtient des taux de situation positive pour ces stagiaires-là de l'ordre de 64%. Et donc, ce qu'on entend par situation positive, ce sont des sorties en emploi et en formation. Donc, l'accompagnement à proprement parler des E2C repose sur un triptyque. Un triptyque qui est composé donc, comme son nom l'indique, de trois piliers. Le premier, c'est le développement des compétences des stagiaires. Et pour ça, on a développé une approche pédagogique particulière qui est l'approche par compétences. Je reviendrai dessus par la suite. L'alternance en entreprise également, qui est extrêmement importante. L'entreprise représente 30 à 40% du temps de parcours des stagiaires, donc pour un parcours moyen de 6 mois.
Et enfin, un accompagnement sur les problématiques évoquées précédemment, donc les fameuses problématiques périphériques multifactorielles. Et donc concrètement, hein, on accompagne les jeunes, les stagiaires, dans le règlement de ces problématiques-là, qui peuvent être de plusieurs ordres, des problématiques d'ordre d'accès aux droits, de logement, de santé, etc., etc. Et donc on les aide en fait à l'E2C à trouver une solution globale à leurs problématiques d'insertion. Bah, merci Alexandre pour ce cadrage. Et effectivement, bah, c'est un beau succès depuis pratiquement un peu plus de 20 ans. Vous avez réussi, le réseau est fortement implanté au niveau national et avec quelques sites en Outre-mer. Un maillage qui est assez fort et vraiment présent sur dans tous les recoins de la France. Alors là, tu as répondu aux trois premières questions concernant le cadrage du réseau des écoles de la deuxième chance. Maintenant, ce que je voulais un petit peu qu'on l'on évoque et que tu reviennes sur la genèse un peu de notre partenariat. Bien sûr. Alors là, effectivement, en fait, on a eu, tu as évoqué les confinements, etc. de 2020. C'est bien là le point de départ, c'est-à-dire que on avait déjà des réflexions, à vrai dire, sur la digitalisation en fait de notre offre pédagogique. On avait déjà réalisé un petit benchmark. Je crois que tu avais même eu des échanges bien avant 2020 qui étaient faits de manière tout à fait exploratoire avec un de mes collègues du réseau. Oui, Mais effectivement, on n'avait pas franchi le pas à l'époque en fait. Et c'est quand le confinement enfin le premier confinement est arrivé qu'on s'est dit qu'il fallait continuer de proposer quelque chose aux stagiaires à tout prix parce qu'on le sait très bien, pour les publics décrocheurs, si on perd le contact, même sur des durées assez courtes, hein, de une semaine, 15 jours, il y a fort à parier qu'il va y avoir un nouveau phénomène de décrochage en fait qui va être constaté. Et donc, les E2C travaillaient avec plusieurs plateformes, en fait, à vrai dire, de formation ouverte à distance, mais elles n'en étaient pas extrêmement satisfaites. Et du coup, on s'est dit, au niveau du réseau, qu'il serait intéressant de réfléchir à un outil national qu'on pourrait en fait proposer à l'ensemble des E2C. Et donc, on a initié le processus de sélection en 2020. Et on a travaillé en fait avec un cabinet de conseil qui nous a aidés sur deux phases essentielles. La première, c'était une enquête sur les usages des solutions de FOAD au sein des E2C. Et en fait, là, ça nous a permis effectivement d'identifier les différents coûts afférents à la formation ouverte à distance, les différentes plateformes qui ont été utilisées, les points forts de ces plateformes-là, mais aussi les irritants et les points faibles de ce qui existait. On a eu d'excellents taux de réponse, hein. Enfin, les écoles étaient très demandeuses, hein, tu imagines bien, de solutions, etc. Donc elles nous ont beaucoup aidé à travers cette enquête. Et en fait, les écoles nous avaient indiqué, globalement, il y avait plusieurs outils qui revenaient et qui étaient revenus dans plusieurs questionnaires, parmi lesquels GERIP. Et donc, ça nous amène effectivement en fait à la phase 2 de l'accompagnement. Ça a été la définition en fait d'un cahier des charges fonctionnel qui avait été défini donc en groupe de travail et toujours accompagné de ce cabinet de conseil. Je reviendrai dessus après si besoin. De réaliser en fait un benchmark des solutions de marché et des solutions internes, parce qu'il y avait des écoles aussi qui avaient développé des outils extrêmement intéressants, etc. Mais en fait, de faire un travail de benchmark sur la base de ce cahier des charges fonctionnel. Et c'est ça qui nous a amené en fait à la sélection de GERIP, qui avait une couverture fonctionnelle assez importante, qui était de plus de 90%. très bien, merci pour ces précisions. Et moi, ce que j'ai aussi apprécié avec le réseau des écoles de la deuxième sens, c'est qu'il y avait une forte communication entre les écoles. Parce que, par exemple, quand on a commencé à travailler avec l'école de Lyon, eh ben, très rapidement sur Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu beaucoup de demandes d'autres écoles. Et on voit bien qu'il y a une volonté aussi de mutualiser des outils. Et quand un outil fait ses preuves dans une école, et ben, je pense que les autres écoles arrivent à en tirer profit, capitaliser sur l'expérience. Et ça a été intéressant, ces différents échanges. Et nous aussi, on a su
répondre à des demandes spécifiques. Une des premières écoles avec laquelle on a travaillé, c'est l'école de Bastia, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et dans notre plateforme, on propose des évaluations, mais ils avaient besoin d'adapter quelques contenus. Et ben là, on a rapidement proposé une évaluation, je dirais un petit peu sur mesure, pour vraiment coller au plus près de leur demande. Et ensuite, ce qu'on pourrait évoquer avec toi, c'était pourquoi, en fait, comme tu l'as précisé, il y a eu une espèce un benchmark, c'est une comparaison pour ceux qui ne connaissent pas ce anglicisme, une comparaison entre différentes plateformes, différents éditeurs. Qu'est-ce qui a motivé le plus le choix de la sélection de Jerip par rapport à un autre éditeur? Bien sûr, alors je parlais de couverture fonctionnelle, c'est vraiment ça en fait qui a motivé le choix de la plateforme Jerip. C'est-à-dire qu'en tout, on avait un scope extrêmement large d'outils de formation ouverte à distance. On voit qu'il y en a pléthore sur le marché. On a décidé de se concentrer sur 4 pour effectuer l'analyse comparative. Et en fait, on avait défini, donc, comme je le disais, un cahier des charges fonctionnel qui était réparti en 13 catégories. Ça représentait 60 critères en tout. Donc, c'était un cahier des charges qui était extrêmement fourni, extrêmement complet, qui allait de l'ergonomie aux interopérabilités possibles, à la compatibilité également avec notre approche pédagogique, donc la fameuse approche par compétences. On avait également des points sur la sécurité des données, qui est extrêmement important aujourd'hui avec la mise en place du RGPD, qui a eu lieu c'était 2019, si je ne dis pas de bêtises, le RGPD. Oui. Donc voilà, en fait, on avait 60 critères qui recouvraient tous ces éléments-là. Je viens d'en citer les principaux, mais je pourrais détailler plus si vous le souhaitez, bien évidemment. Et Jerip, tout simplement, était la solution la mieux placée par rapport à cette couverture fonctionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un taux qui est assez exceptionnel quand on parle de plus de 90% de l'expression de besoin qui est couverte par une solution de marché. En règle générale, sur des solutions de marché, si on atteint des taux autour de 50 à 60%, on est déjà plutôt satisfait. Là, 90%, enfin, je veux dire, c'est devenu un choix plus qu'évident par rapport à Jerip. Et ce qui nous a motivés, au-delà de cette couverture fonctionnelle, c'est quelque chose pour lequel je te remercie, Julien. C'est cette relation de confiance et cette relation de partenariat finalement qui se développe assez rapidement. Et c'est cette dynamique de travailler ensemble en transparence avec les différents éléments, les différents points qu'on souhaite aborder, etc. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair dans mon propos, mais ça dépasse en quelque sorte la relation strictement commerciale parce qu'on peut effectivement échanger sur des besoins, etc. Et on en évalue la faisabilité ensemble, etc. Et c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Oui, je vais dans ton sens et je pense qu'on a aussi une mission commune, c'est d'aider les publics en insertion professionnelle, les publics qu'on pourrait définir un peu à besoins particuliers. Et ça nous tient à cœur, chacun, je pense, dans l'ADN de nos différentes structures. Donc, on a une synergie commune et là aussi, Jerip couvrait une grande partie de vos besoins parce que on s'identifie et on s'adresse au même public. Ça, c'est une certitude. Et par ailleurs, quand on voit que Jerip Compétences n'a pas été développé initialement sur mesure pour le réseau des écoles de la deuxième chance, mais qu'on couvrait une grande partie de vos compétences, de votre approche par compétences, on a réfléchi avec avec Alexandre pour développer des contenus supplémentaires pour il pouvait y avoir quelques manques par rapport aux attentes du réseau parce que, comme je l'ai indiqué, la plateforme n'avait pas été dédiée spécialement au départ pour le réseau. Donc, on a développé quelques parcours spécifiques. C'est comme ça qu'on s'est complètement adapté à la demande du réseau. Et également, on a mis en place, après ça c'est plus un aspect technique, on a mis en place ce qu'on appelle une interopérabilité avec ce qu'on appelle les LMS, avec leurs services informatiques pour qu'il y ait une compatibilité entre les différentes plateformes, pour qu'il n'y ait pas de connexion et que la génération de
compte apprenant soit également plus facile pour le formateur. Alors ça, c'est extrêmement important, ces 2 points pour nous. Le premier sur la création des parcours spécifiques, si tu me permets de rajouter 2 mots. Je vais parler de notre approche pédagogique et de notre approche par compétences. Ce qu'il faut savoir sur l'approche par compétences telle qu'on l'a développée dans les E2C, comment dire, c'est une approche pédagogique par l'activité. Et on sort des référentiels de connaissances tels qu'on les connaissait à l'éducation nationale, etc., pour avoir vraiment pour se concentrer sur des référentiels de compétences. Et donc, référentiel de compétences, une compétence, qu'est-ce que c'est? C'est un savoir-faire mobilisable dans une situation donnée. Et donc, ça nécessite bien évidemment la mise en place d'activités particulières, ça nécessite une approche où le jeune se met en situation et du coup, ça bascule aussi un peu la posture du formateur, on pourra en parler rapidement après si besoin, mais où il passe d'une posture de sachant à une posture d'accompagnant. Donc voilà, globalement, l'APC, il y a tout ça dedans. Et il y a également des éléments qui sont extrêmement importants. C'est pour nous, ça a été la conscientisation en fait de la compétence pour le stagiaire. Et ce qu'on entend par la conscientisation, c'est que le jeune, comment dire, il comprenne en fait quelle est la compétence, comment il la mobilise et dans quelle situation il doit la mobiliser. Et tout ça, effectivement, c'est des éléments qui sont assez spécifiques de notre approche et qu'on a pu intégrer dans les parcours spécifiques que tu évoques. De mémoire, il y en a une dizaine, où effectivement, on a pu on a pu avoir des parcours avec des vraies mises en situation, des vraies activités, avec des instants réflexifs, etc., etc. Et donc, en fait, on a pu intégrer les principaux éléments de l'approche par compétence dans une solution de formation à distance, ce qui n'était pas si évident que ça initialement. Et le deuxième point sur l'interopérabilité avec les SI, là on est plus en fait pour une logique comment dire, d'acceptabilité vis-à-vis des professionnels. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui dans le monde de la formation, entre les reportings qu'on a à faire avec les financeurs, les différents outils qu'on doit utiliser pour la formation, alors que ce soit sur les systèmes d'information, que ce soit sur effectivement, je vous parlais des reportings, on peut avoir aussi des exigences de financeurs, de parties prenantes, etc. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit le plus simple d'utilisation pour les professionnels. Et en fait, on a réussi à brancher, à interfacer gérer de compétences avec nos systèmes d'information pour que, en fait, tous les résultats des parcours des stagiaires, tous les résultats des parcours des stagiaires dans GERIP soient automatiquement transmis dans notre système de gestion, en fait, des parcours des stagiaires. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile. Et ça a permis effectivement une grande acceptabilité de la solution proposée. Merci pour ces précisions. Je peux rapidement vous montrer un ou deux parcours pour se rendre compte du travail qui a été accompli. Il faut savoir que GERIP, on reste un éditeur de contenu numérique, donc on a une souplesse aussi pour répondre à ce type de besoins et une ingénierie pédagogique en mesure de répondre à cette demande. Et là également, ça a été travaillé en coédition aussi avec l'équipe pédagogique du réseau des E2C. Alors, je voulais vous montrer une ou deux activités. Alors là, on a travaillé sur une douzaine de parcours, comme l'a indiqué Alexandre. Là, je vais vous présenter par exemple un parcours qui a été construit sur la partie un axe plutôt culturel, un parcours sur s'ouvrir à une forme d'art récente, le street art. Au départ, une petite séquence vidéo d'une trentaine de secondes qui est également oralisée, là qui ne l'est pas dans le partage d'écran parce que c'est ma voix qui prime. Ça permet en fait de scénariser une situation, on va dire de planter un petit peu le décor. Et après, il va y avoir différentes questions qui vont être proposées à l'apprenant avec une graduation en termes de difficulté. Donc là, cette petite présentation, c'est le même principe dans tous les parcours. Elle dure une trentaine de secondes et après, on pose différentes questions à l'apprenant.
Et à chaque fois, l'apprenant, il peut avoir une ou plusieurs réponses possibles. Également, quand il donne une mauvaise réponse, on va l'accompagner sur l'analyse de l'erreur. Je ne vais pas vous montrer trop longuement cette activité, mais ça vous donne un ordre d'idée. Il y a des activités de saisie de clavier. Voilà, ce qui nous tient à cœur aussi au niveau de la conception des parcours, c'est de proposer des activités variées. Donc, nous, on parle de moteur d'exercice pour que l'apprenant puisse avoir différents types d'activités et éviter la monotonie en ayant toujours le même type d'exercice, quoi. On peut oraliser les questions et vous voyez que là on a eu 3 types de questions avec 3 typologies d'exercices différents en lien avec donc, toujours cette activité du street art qu'on a présenté au départ. Là, l'apprenant a donné une mauvaise réponse, 1 sur 2. On l'invite à proposer une nouvelle réponse. Et là, quand on se trompe, au 2e essai, aussi, on va donner la bonne réponse. Et après, on va avoir un autre exercice similaire et au fur et à mesure, on va augmenter la difficulté. On a des exercices à partir de messages audio, de supports vidéo. Voilà, c'est assez complémentaire. Alors, je vais revenir sur notre présentation, sur notre diaporama. Alors, il y a d'autres parcours qui ont été réalisés. Je ne vais pas tous vous les montrer. Ce n'est pas l'objectif non plus de cette Une dizaine en tout. présentation. Voilà. Moi, ce que je voulais un petit peu pour avancer dans le témoignage, c'était ce qui va être intéressant de voir, c'est surtout quels sont les résultats. Est-ce que c'est certain qu'il y a eu un contexte favorable initialement pour quelque part aussi accélérer la digitalisation de nos différents clients, hein, que ce soit des centres de formation, des dispositifs d'insertion. Clairement, le Covid a remis en cause un petit peu certaines pratiques et a accéléré cette digitalisation. Mais voilà, maintenant, ça fait pratiquement pas tout à fait 2 ans, si ça commence à faire 2 ans sur certains sites que ce partenariat est mis en place avec le réseau. Qu'est-ce que tu pourrais en retenir, Alexandre, au niveau des résultats? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Et puis, moi, je pourrais compléter éventuellement par la suite. Déjà, effectivement, c'est ce que tu mets dans ta slide, hein, c'est que nous, aujourd'hui, au niveau du réseau, ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'est pas un réseau de franchise, etc. On n'a pas d'autorité hiérarchique sur les E2C. On leur propose des outils qu'elles sont libres d'utiliser ou non. Et là, on constate avec GERIP qu'on a une adhésion franche en fait des E2C. On a plus de 70% des écoles aujourd'hui qui sont clientes chez GERIP Compétences. Et effectivement, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, etc. Il y a eu l'étude et les préconisations qu'on avait faites. Donc, quoi qu'il en soit, on a un taux d'adhésion à 70% et plus d'autres écoles qui sont actuellement en cours de contractualisation, si je ne me trompe pas, Julien. Donc, on va Oui, je te encore avoir confirme. d'autres E2C qui vont utiliser GERIP et ça, c'est le premier élément que j'en retire, c'est que pour nos premiers pas dans le digital, on ne s'est pas trompé finalement, parce qu'on a effectivement un taux d'adhésion qui est assez important. Voilà, des écoles, des écoles qui sont plutôt très satisfaites des différents éléments. Ce que j'en retiens également, c'est les différents cas d'usage qu'on a dans les E2C qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que on est sur un public cible qui, vous l'avez compris, est particulièrement fragile. Les jeunes décrocheurs, etc., on ne va pas les laisser tout seuls pendant des heures devant un ordinateur. Ce qui a été intéressant de voir, c'est comment justement, fort de ce contexte et fort de ces éléments d'information, les E2C, les formateurs, les professionnels allaient pouvoir se saisir en fait de ces outils-là, y compris en présentiel, parce qu'aujourd'hui les écoles utilisent toujours GERIP. Quels seraient les différents cas d'usage. Et donc aujourd'hui, on voit, et tu parlais de Bastia tout à l'heure, Julien, je crois que c'est l'un des premiers cas, Oui, qui a utilisé la solution GERIP dans le cadre de son processus de positionnement. Donc à l'entrée, pour faire un diagnostic sur les compétences déjà acquises par le stagiaire, utilise GERIP aujourd'hui à travers un parcours personnalisé pour faire un premier point, un premier scope, une première analyse des compétences déjà acquises en fait par le stagiaire. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça nous permet de teinter ensuite et de personnaliser, d'individualiser le parcours du stagiaire.
Donc, le jeune, concrètement, il va passer quelques heures réparties sur plusieurs semaines sur GRIP, va faire des exercices, des tests, etc. Il va avoir des points d'ancrage aussi, des points des petits points de cours, si vous me permettez l'expression, qui vont lui permettre de se remobiliser, de réactiver ses compétences, etc. Et à la fin, voilà, d'avoir un diagnostic complet de sa situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour les stagiaires les plus avancés dans les parcours. Là, je parlais du début, là, je vais aller plutôt vers la fin des parcours. C'est quand les stagiaires ont, par exemple, défini leur projet professionnel, qu'ils ont déjà acquis une certaine maturité, etc. Bien, on peut leur proposer d'aller sur la plateforme en autonomie. Alors en autonomie accompagnée, hein, ça dépendra bien évidemment du stagiaire et de son besoin. Mais voilà, pour aller réaliser des exercices, pour faire des évaluations, etc. Donc on a aussi ce travail en autonomie qui est permis par la plateforme et qui est assez précieux pour les stagiaires dans le cadre de leur responsabilisation, dans le cadre du développement de leurs compétences, etc. Donc, vous parlez de conscientisation, je pense que c'est une belle réussite. Quand un stagiaire, il identifie lui-même les compétences qu'il va avoir à travailler, et ça arrive régulièrement, et que donc de lui-même aller chercher les bons contenus, etc. sur la plateforme, voilà, tout ça. Et on a également le point qui est intéressant, c'est quand je parlais des synergies possibles entre présentiel et distanciel. On a aussi ces cas d'usage-là qui sont assez importants chez nous aujourd'hui. C'est une activité, par exemple, qui va permettre d'évaluer des compétences, donc qui se fait en présentiel, etc., etc. Et si le jeune a besoin de revenir sur des notions, a besoin de revenir sur des connaissances, sur des compétences, etc., peut tout à fait aller sur GRIP et se voir prescrire ou aller chercher de lui-même des contenus pédagogiques pour compléter ce qu'il a fait en physique, en présentiel, etc. Et donc, en fait, il y a vraiment un effet assez vertueux à l'intégration de cette plateforme de FOAD à notre offre pédagogique, finalement, parce que ça permet de diversifier, en fait, les contenus, les séquences pédagogiques, les approches pédagogiques, etc. Et on le sait, pour les stagiaires, les approches qui fonctionnent le mieux ne sont pas les approches monoblocs, c'est bien les approches où on distingue, on différencie, on capitalise sur différents outils, différentes démarches, etc. Et GRIP participe vraiment de cette diversification et c'est extrêmement apprécié par les stagiaires. Merci pour ces précisions. Et effectivement, une des plus-values de notre outil, c'est que le formateur peut travailler, peut évaluer, envoyer des exercices ou des parcours à un apprenant. Donc là, on parle d'assignation. C'est le formateur, en quelque part, qui a la main et qui envoie des activités à l'apprenant. Mais l'apprenant, dans son espace apprenant, il a la possibilité de travailler aussi en autonomie. Donc d'une part, il y a l'approche, on va dire, tutorée, et d'autre part, l'apprenant, il peut travailler en autonomie quand il le souhaite, tout en ayant un enregistrement de ses résultats. Et le formateur pourra retrouver le travail de l'apprenant réalisé en autonomie et distinguer d'une part le travail, les résultats effectués en prescription et les résultats effectués du travail effectué en autonomie. Et si je passe au diapo suivant, qui est sur les perspectives de développement, il y en a une qui quelque part, qui va aller renforcer ce qu'évoquait Alexandre, c'est que la plateforme GRIP Compétences évolue régulièrement. Là, on est sur une mise à jour assez importante sur le mois de septembre globalement. Et cette évolution va notamment permettre aux jeunes de pouvoir utiliser la ressource à partir de leur smartphone. Donc ça renforce l'autonomie et ça va permettre aux apprenants de pouvoir utiliser la ressource, on va dire, quand ils veulent et d'où ils veulent. On va certainement être sur une nouvelle forme un peu d'apprentissage. Il y a peut-être des standards qui vont bouger et on va peut-être être plutôt sur de la micro-learning, travailler plusieurs fois, peut-être une ou deux fois dans une journée sur des séances plus courtes, mais l'apprenant, il pourra vraiment travailler en autonomie quand il le souhaite et d'où il le souhaite. Ça, c'est des évolutions que nous, on va proposer, mais à l'ensemble de nos utilisateurs. Hein, ce n'est pas que pour le réseau, c'est l'évolution de la plateforme GRIP Compétences. Par rapport aux perspectives plutôt liées avec le réseau E2C, on étudie il y a des demandes de nouveaux parcours, des parcours spécifiques sur le bien manger, par exemple,
et des parcours également sur une approche de la présentation de nouveaux métiers, en fait, de métiers qui n'existaient pas, voilà, toute cette approche-là. Et puis aussi, on a des pistes de réflexion. Alors là, c'est pas forcément avec Alexandre que j'ai vu ça, mais moi, c'est plus entre les équipes pédagogiques, des échanges qu'on a eu avec Rémi Brifox du réseau, avec des questions à se poser autour de la prise en charge pas la prise en charge, le terme n'est peut-être pas adapté, mais comment plutôt accompagner les publics qui ont des troubles 10, parce qu'on sait que parmi les publics décrocheurs, souvent, il y a une surreprésentation de ces publics 10, et comment notre ressource, elle peut éventuellement donner quelques billes, on pourrait dire, aux formateurs pour peut-être repérer certains publics 10. Voilà. GERIP, historiquement, a été créé par un orthophoniste, donc tout ce qui est fonctionnement du cerveau, on connaît bien. Et on a déjà dans la plateforme notamment une évaluation qui s'appelle Profil cognitif, qui permet, en ce sens-là, de détecter, je dirais plutôt de supposer éventuellement qu'un apprenant puisse avoir des difficultés d'ordre 10, en fait. Alexandre, tu as des choses à compléter, toi, sur le développement du partenariat par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que peut-être des choses auxquelles je n'ai pas fait écho? A priori, non. C'est vrai que, enfin, on continue hein, régulièrement de développer de nouveaux parcours pour les stagiaires en lien avec les problématiques qui émergent, etc. Donc voilà. Non, la grosse évolution, la grosse attente qu'on a maintenant, c'est effectivement, comme tu l'évoquais sur la nouvelle version de la plateforme, le fait qu'elle puisse être adaptable sur les mobiles, etc. Tout ça, ça va être des éléments qui vont être extrêmement intéressants et pertinents pour notre public, quoi. Ah oui, ces publics-là, souvent, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de tablette, mais le smartphone, c'est vraiment leur quotidien. C'est ça, c'est C'est un ça, petit peu leur troisième main, quoi. exactement. Et pour nous aussi, quand le son marche pas, on est bien content d'avoir encore le téléphone pour. C'est vrai, absolument. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres remarques de ta part, Alexandre, je vais inviter les personnes qui ont participé à ce webinaire et éventuellement à poser quelques questions. Si tu veux compléter les perspectives, Alexandre, je te laisse la main quelques instants en attendant que les questions arrivent. Donc, je vous laisse poser quelques questions parmi les différentes personnes présentes. On est là pour essayer d'y répondre. Non, sur les perspectives de développement, effectivement, non, on a fait le tour. Comme je dis, on attend vraiment la V2 enfin la V2, pardon, c'est la V2 par rapport à celle qu'on connaît en tout cas de la plateforme pour envisager effectivement plus spécifiquement, mais on va pouvoir envisager différentes synergies, différents outils, différentes démarches complémentaires, etc. pour continuer d'affiner notre offre pédagogique. Alors, j'ai une première question de Pierre qui me demande quand est-ce que la nouvelle plateforme, enfin l'évolution sera en ligne. Alors, j'ai déjà donné une piste tout à l'heure. A priori, on devrait pouvoir être en mesure de proposer la nouvelle ressource à partir du mois de septembre, avec quelques évolutions à venir entre septembre et octobre. Et j'aurai un planning plus précis courant juin, début juin, ouais, d'ici une dizaine de jours. On a encore quelques interrogations là-dessus. Et on animera également régulièrement des webinaires à partir de fin juin, début juillet. D'ailleurs, le prochain, je crois qu'il est fin juin, où on va présenter vraiment déjà cette nouvelle plateforme pour accompagner les utilisateurs au changement. Et après, on pourra le faire structure par structure. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Aujourd'hui, les gens, souvent, c'est la première question qui est long à venir, et puis après, ça enchaîne. Mais là, je ne vois pas d'autres questions. C'est qu'on a été particulièrement Il y a clair. une autre question qui arrive. Alors, c'est Agathe qui nous pose cette question. Elle nous demande s'il est envisageable pour le formateur de pouvoir voir quelles ont été les réponses fournies par l'apprenant en plus du score obtenu. Cette évolution serait fort appréciable pour un bon accompagnement. Effectivement, Agathe, actuellement, dans la plateforme, on voit bonne ou mauvaise réponse et le score, mais on ne voit pas la réponse apportée
par l'apprenant. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé par de nombreux formateurs, donc je vous confirme que dans la prochaine version, le formateur pourra voir la réponse apportée par l'apprenant. Ça aussi, je crois que c'était quelque chose qui était attendu de la part du réseau d'écoles de deuxième chance. Alors, nous avons Nathalie qui nous pose une question. Est-ce que la nouvelle version permettra d'aller plus loin grâce à l'évaluation et l'interprétation de tests cognitifs pour lever les freins professionnels par rapport au métier choisi? Alors, la nouvelle version, elle va reprendre des évaluations existantes. Donc, l'évaluation cognitive qui est proposée, elle permet déjà quand même de brosser un profil d'apprenant. Je peux vous montrer éventuellement, peut-être que vous n'avez pas forcément vu ça, Nathalie. Alors, je vais vous montrer en fait les résultats d'une évaluation d'un apprenant qui a passé une évaluation cognitive. Notre évaluation, elle s'appelle profil cognitif. Donc là, c'est une évaluation que l'on préconise plutôt pour les apprenants les plus en difficulté. On va aller observer les résultats. Donc ça suit sur mon écran, Alexandre, tu me confirmes? Donc là, pour répondre à la question de Nathalie, sur cette évaluation cognitive, on teste 9 domaines qui apparaissent ici: perception, attention, mémoire, visio-spatiale. Et là, on pourrait éventuellement, on donne des pistes d'interprétation. Ça, c'est après, ça aussi, c'est pas une vérité, c'est au formateur aussi d'avoir une certaine cohérence. C'est-à-dire que là, sur le profil de cet apprenant, on voit qu'il a plutôt des bonnes réponses en attention et qu'il n'est pas mauvais en mémoire. Ben, on pourrait peut-être en déduire, tout ça à prendre avec quand même des pincettes, mais qu'un métier comme agent de sécurité, dans lequel une forte attention est attendue, pourrait être un métier favorable au profil de cet apprenant. À l'inverse, un apprenant, alors ce n'est pas le cas de celui-ci, mais qui aurait 15 ou 20% de bonnes réponses en langage écrit, ben on pourrait peut-être être prudent sur un travail en lien avec le tertiaire, le secrétariat par exemple. Voilà comment on peut interpréter les résultats à partir de l'évaluation cognitive, mais c'est vrai qu'on ne liste pas voilà, des métiers spécifiques en fonction du profil de l'apprenant. On pourrait le faire, mais c'est toujours compliqué aussi parce que les métiers évoluent et voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on fait sur du sur-mesure, mais on pourrait peut-être l'envisager par la suite, pourquoi pas. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Nathalie, et ça c'est déjà quelque chose qui est en place dans la plateforme, hein, qui est peut-être pas forcément connu de tout le monde, mais ça on peut par la suite refaire des petites présentations sur mesure pour aller plus loin dans la maîtrise de la plateforme. Alors, je ne vois pas d'autres questions apparaître aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, sachez que ce webinaire sera disponible en replay. Un article va être rédigé également, qui sera une petite synthèse de cet échange. Je vais remercier Alexandre de s'être rendu disponible et d'avoir pu témoigner du partenariat qui est mis en place avec le réseau des écoles de la deuxième chance. Merci de m'avoir accueilli, c'était un plaisir.